Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, dossier rapatriement de sans-papiers haïtiens par la République dominicaine, le secrétaire général de l'ONU propose l'envoi d'une mission de terrain. Haïti n'acceptera pas sur son sol des Dominicains refoulés dans le cadre des déportations massives d'Haïtiens orchestrées par les autorités dominicaines. Mise en garde du gouvernement haïtien lancée lors de la réunion extraordinaire de l'OEA sur le dossier ce mercredi à Washington. Dans l'actualité également, une journée électorale au lieu des 3 prévues cette année. Proposition de Jean-Henri Séan qui cite plusieurs problèmes dont le retard du financement des partis politiques qui entraveront la tenue du premier tour des législatives prévues le 9 août prochain. La campagne électorale s'ouvre ce 8 avril pour les candidats aux législatives selon le décret électoral. Le CEP devait se positionner aujourd'hui sur le cas des structures politiques qui n'avaient pas attendu cette date pour faire campagne. Dans l'actualité également, dossier agression du ministre de l'Agriculture par le beau-frère du président de la République, Michel Martelly, Kiko Saint-Rémy. Le RNDDH souligne des pratiques de corruption à la base de l'incident. Pierre Espérance appelle l'ULCC et l'UCREF à se pencher sur le dossier. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé hier, une réunion extraordinaire s'est tenue ce mercredi au siège de l'Organisation des États américains OEA à Washington, aux États-Unis, autour de la crise haïtiano-dominicaine. C'était l'occasion pour le chancelier haïtien Léonard Renaud de dénoncer les conditions de violation des droits de la personne caractérisant les déportations. Une dénonciation à laquelle le représentant de la République dominicaine, l'ambassadeur Pedro Verges, a répondu en soulignant qu'Haïti lui-même viole les droits de ses citoyens en refusant de leur procurer des documents d'identification. La République dominicaine a également défendu une position montrant qu'elle ne saurait empêcher aux Haïtiens de rentrer volontairement chez eux. Une position qui diffère de la réalité au niveau de la frontière où des milliers d'Haïtiens ont été déjà rapatriés, souvent sans les membres de leur famille et sans leurs biens. Rappelons que le Premier ministre Evans Paul et des ministres de son gouvernement avaient dû voler au secours d'un groupe de 21 migrants, dont 8 enfants nés sur le sol dominicain, rapatriés durant la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Face à la complexité de la situation, le secrétaire général de l'ONU propose l'envoi d'une mission de terrain. Toujours dans ce dossier, le parti Racine Campepla demande au gouvernement haïtien de déférer le dossier des Dominicains d'ascendance haïtienne rapatriés parmi les sans-papiers haïtiens par devant les instances internationales œuvrant dans le domaine de défense des droits humains et de migration. Le parti appelle également les responsables haïtiens à adopter toutes les mesures nécessaires en vue d'accueillir dans la dignité les sans-papiers haïtiens déportés par les autorités dominicaines. Cette mesure des responsables dominicains est un acte raciste, soutient le secrétaire général du parti Racine Campepla.
Marc-Arthur Fils-Aimé a par ailleurs déclaré que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif doit mener une enquête en vue de déterminer les conditions dans lesquelles les firmes de construction dominicains avaient obtenu leur contrat depuis l'administration privée Belle-Rive jusqu'à celle de Michel Martelly et Lamotte. Marc-Arthur Fils-Aimé était au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Rive sous Martelly et Lamotte, c'est compagnie dominicaine qui jouent plus fort contrat construction dans le pays. Derrière contrat ça il est possible qu'il y ait une pile commission qui baille. Ça veut dire qu'il y a nécessité pour Cour supérieure des comptes d'amener une enquête sur bon contrat compagnie dominicaine et bon contrat compagnie construction dominicaine dans le pays. Parti Racine Grand Peuple a demandé pour le gouvernement haïtien prendre disposition pour le gouvernement dominicain respecter les droits de travail dominicains et haïtiens et après rapatrier. Porter dossier de déportation dominicain et origine haïtienne devant toute instance internationale compétente pour ça. Prend bon genre disposition pour recevoir les citoyens dominicains dans la dignité et puis prendre mesures légales pour qu'ils retourner dans le pays. Mettez campagne une politique dans la frontière pour combattre la dépendance commerciale. Nous demandons syndicats chauffeurs sur toute frontière dominicaine Haïti faire grève pour faire solidarité avec le travail haïtien gouvernement dominicain déporté. Haïti Élections à présent, la campagne électorale pour les élections législatives a débuté ce 8 juillet selon le calendrier électoral. Cependant, certains partis politiques avaient déjà commencé à annoncer les couleurs bien avant cette date, comportement contre lequel le CEP avait promis de réagir ce mercredi. Reportage, Wesley Antoine et Yvon Seiti. La campagne électorale pour les candidats à la députation et au Sénat commence officiellement ce 8 juillet selon le calendrier électoral. Campagne qui a pourtant débuté beaucoup plus tôt pour certaines structures politiques comme Plateforme Vérité et Bouclier qui affichaient emblèmes et numéros sur des pancartes publicitaires placées en divers points de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une situation que dénoncent d'autres partis politiques tels l'OPL et la fusion des sociodémocrates haïtiens. Donc, il y a besoin de faire non connu, il y a un pile cop, un pile secteur l'argent qui a investi contre les peuple haïtien derrière d'eux pour qu'il y ait un pouvoir et tout ce pays a nommé comme un petit groupe contre la majorité. Donc, c'est normal pour sortir afficher bien bonheur pour faire une connaître vérité qui va exister. Nous, depuis avant de commencer à se mentir. Maintenant, si il y a des gens qui commencent à faire campagne avant ça, donc nous trouvons pas normal. Parce que si depuis qu'on y a, nous ne pouvons pas respecter les lois, nous ne pouvons pas respecter les dates que vous dit. Donc, à mon avis, ce n'est pas normal. Et c'est la position de la fusion. Questionné sur cette anticipation de la plateforme politique Vérité, le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest du groupement, Antonio Cherami dit Don Cato, dédouane les responsables de la dite plateforme de toute responsabilité. Mais affichons, nous voyons tout. Et c'est sûr, nous avons une équipe qui travaille. Nous avons des militaires qui travaillent, nous avons tous côtés qui travaillent. Ça qui arrive, ils veulent faire promotion au parti, ils même les pour gagner l'élection parce qu'ils sont candidats à la présidentielle de eux. Certains candidats et partis politiques ne sont pas seulement passés outre la période impartie par le calendrier électoral pour la campagne électorale. Ils ont également violé l'article 115 du décret électoral, leur interdisant d'utiliser les murs des maisons privées ainsi que les clôtures des institutions publiques et privées pour faire campagne. C'est au Conseil électoral provisoire qu'incombe la responsabilité d'organiser les élections et de faire respecter le décret électoral. Jusque-là, le CEP n'a pas réagi face à ces comportements réfractaires. L'institution électorale avait annoncé pour ce mercredi sa position relative aux partis politiques et candidats qui n'ont pas respecté la date d'ouverture de la campagne électorale. Entre-temps, sachez que des voix continuent de s'élever pour réclamer la tenue d'élections en un seul tour dans le pays, soit le 25 octobre prochain. C'est le cas pour le leader du parti Remé Haïti, Jean-Henri Séan, candidat à la présidentielle de 2015 sous la bannière de cette entité politique. Le notaire candidat met en avant le retard mis par l'État haïtien pour décaisser les fonds destinés à financer les partis politiques, la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain. Jean-Henri Séan fait aussi remarquer que les candidats habilités à prendre part au scrutin de 2015 dans le pays
ne sont pas en mesure de mener campagne faute de moyens financiers. Jean Risséan, au micro de journaliste Saint-Silus. Bon, campagne lancée aujourd'hui, et moi-même, je dis que j'ai une réaction mitigée pendant que moi je reconnais que CEPA fait un pile bonnes actions, fait un pile effort, travail, mais en même temps, il y a des bagages, je pense, qui a mérité de repenser. Par exemple, les élections du 9 août, en situation hier, et les promesses de l'État que l'État n'a pas kembé, et les promesses de financement des partis politiques, la situation précaire que mon avis aujourd'hui là, taux d'eau là qui a augmenté, et des coups de goutte là, et moyens et économiques que mon manquait, aujourd'hui ou senti par une personne qui vraiment paraît pour entrer dans la campagne et arriver à faire l'élection le 9 août. Bon, malgré toutes les sollicitations des partis politiques et des candidats, et CEPA Kembe mordicus que l'élection a fait le 9 août, nous bien peur que l'élection n'a pas de problème à ce niveau, parce que vraiment, on n'a pas senti payer en mode élection. On n'a pas senti payer, et au niveau des partis, il y a le problème. Donc là, je pense que c'est encore temps, CEPA est capable de raviser et éviter que nous tomber dans le brigandage électoral, même j'en ai tombé en 2010, pourquoi plutôt nous prenons temps et que nous réalisions l'élection, pour nous réaliser, faire toute l'élection le 25 octobre. Moi-même, vraiment, l'économie de réaliser l'élection en 3 temps, le deal même ou dépenser beaucoup plus de parce que très souvent, mon cap tout ça, pas qu'on est, ça veut dire une journée électorale. La journée électorale coûte beaucoup. Bras de fer entre le Conseil électoral provisoire et la plateforme Vérité. À l'origine, l'éviction par l'institution électorale du candidat à la présidence sous la bannière de Vérité, Jacques Lumarque, pour absence de décharge. Le président du CEP soutient que la décision du Conseil est conforme aux exigences du décret électoral, expliquant que le doyen Jacques Lumarque était comptable de deniers publics de 2008 à 2010. En revanche, le candidat écarté Jacques Lumarque évoque une attestation de la Cour des comptes prouvant qu'il n'était pas ordonnateur de l'État. Lequel de ces deux cas finira par avoir raison? Suivez ce reportage signé journaliste Saint-Silus et Yvan Seiti. Alors que candidats et partisans de la plateforme Vérité se déchaînent et exigent la réintégration de Jacques Lumarque dans la course à la présidentielle de 2015, le président du CEP, s'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes émis le 3 juin 2015, tente de justifier la décision de l'institution électorale d'écarter le candidat de la plateforme Vérité pour défaut de décharge, informant qu'il a géré des fonds de l'État lorsqu'il était coordonnateur d'une commission présidentielle sur l'éducation de 2008 à 2010 sous l'administration Préval. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif certifie qu'elle octroie décharge pleine et entière de sa gestion au Sr Jacques Lumarque, coordonnateur pour la commission présidentielle technique identifiée au numéro, pour les exercices allant de 2008 à 2010. Faux, dément Jacques Lumarque. J'ai soumis toutes les pièces requises le 18 mai dernier au moment de mon inscription au BCED, y compris un certificat de décharge relatif à ma fonction de responsable de l'Institut national de formation professionnelle de 1987 à 1989. Ce, en dépit du fait que ce n'était pas obligatoire, puisque les professeurs bénéficient de la prescription vicénale reconnue par la loi haïtienne. Contesté pour absence de décharge, Jacques Lumarque soutient avoir simplement écrit le 23 mai 2015 à la Cour des comptes pour solliciter une attestation justifiant qu'il n'était pas comptable de deniers publics. Pour recevoir contestation, ça, qui ça me fait? Je dis bon, qui te demande des coups des comptes, certifié pour moi, comme coordonnateur GTF, que je ne peux pas gérer l'argent de l'État, que je ne peux pas être comptable de l'État. Je ne peux pas demander des choses. Moi, je dis coup des comptes. Moi, j'étais dans telle commission d'éducation, dans l'autre commission ou de l'esclave, tout, je demande des coups des comptes. Mes situations, ça, j'étais membre pour une commission, j'étais coordonnateur pour une deuxième commission. Mais je dois apprécier pour moi, prendre compte que je ne peux pas être comptable de deniers publics et que ben mon attestation appropriée qui rend compte de ça. Son façon, pas mal déposer dans le comme dossier en retard, non? Son façon pour consolider défense devant le tribunal, parce qu'il y aurait ma contestation. Tandis que le professeur Lumarque parle d'attestation prouvant qu'il ne gérait pas les deniers publics, Pierre Léopon évoque, lui, une affaire de certificat de décharge. Qui des deux personnages maîtrise le dossier? Pierre Léopon dit en tout cas s'accrocher au prescrit du décret électoral.
Et comme de fait, il a reçu une décharge de la Cour supérieure des comptes. Nous n'avons rien contre. Et nous ne lui avons pas reproché d'avoir reçu la décharge. Par contre, la loi électorale, dans son article 90, relative au dépôt de candidature, fait obligation aux citoyens assujettis à la décharge d'avoir ce document au moment de déposer sa candidature. Mais d'où provient ce document que détient le CEP? Jacques Lumac affirme ne l'avoir jamais soumis au BCEN, rappelant que les juges électoraux avaient déjà déclaré qu'ils n'étaient pas assujettis aux formalités prévues par l'article 90 du décret électoral concernant la décharge. Lorsque le conseil électoral prend la parole, que on dit par exemple, Jackie, pour des décharges, certificat de décharge d'un retard. Bon, admettons que déposer un retard, si je n'ai pas besoin. Ou dit que je n'ai pas besoin et vous déposer un retard. Est-ce que vous avez raisonnement? Certificat de décharge pour l'éducation, il n'y a pas de dossier, non, il n'y a pas de déposer un retard. Mais si il n'y a pas de jeune, parce que l'original certificat de décharge, non, même avocat pas Jean Robert. Dans le chercher comme pièce à conviction pour défendre tête, mais pas ça protester, même pas Jean fait dépôt certificat de décharge dans le dossier. Donc lorsqu'un membre du conseil électoral dit que nous déposons certificat de décharge là en retard, on prend un risque. Parce que pas dans le dossier de l'enquête là, c'est dans le dossier. Côté le passé pour l'hiver là. Dans ce bras de fer entre les CEP et la plateforme Vérité, une entente semble loin d'être trouvée. Aussi, la mobilisation pour la réintégration de Jacques Lumac dans la course à la présidence continue-t-elle? Ça, on a profité de tout le monde, pas quoi pour changer, c'est sortir à l'aéroport et puis plonger devant KIPA. J'aime dire là. Nous ne pouvons pas passer pour nous, non seulement, nous allons monter pour nous dire au pont, encore une fois, si on va le responsable de boîte là, a fait des autres, s'il pas aimé ça qu'a fait là, démissionner. Si on ne peut pas aimer ça qu'a fait là, rappelons que demain jeudi, la plateforme Vérité projette d'organiser une marche à Port-au-Prince qui partira du carrefour de l'aéroport pour aboutir devant le siège central du Conseil électoral provisoire à Pétionville dans l'idée de forcer le CEP à retourner sur sa décision d'écarter Jacques Lumac, candidat de la plateforme, de la course à l'élection présidentielle de 2015. Cette marche sera également l'occasion pour cette structure politique de lancer officiellement sa campagne électorale. Autre information, affaire Fresnière-Dorsin à présent, le ministre de l'Agriculture et Kiko Saint-Rémy, beau-frère du président de la République. Le ministre a été agressé physiquement par Kiko Saint-Rémy. Les raisons rapportées par des sources proches de l'équipe au pouvoir, le trop faible montant, soit 30 millions de gourdes d'un contrat proposé par le ministère de l'Agriculture aux proches de Michel Martelly et qui aurait déchaîné sa colère. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains dit condamner, je cite, la bastonnade infligée par le beau-frère du chef de l'État au ministre de l'Agriculture le 4 juillet dernier. Pierre Espérance précise que l'acte de Kiko Saint-Rémy est une atteinte à l'intégrité du ministre Dorsin. Toutefois, M. Espérance s'interroge sur la nature de la relation existant entre Kiko Saint-Rémy et Fresnière-Dorsin. Le défenseur des droits humains y décèle des pratiques de corruption très en vogue, affirme-t-il, sur l'administration de Michel Martelly. Il a appelé l'ULCC et l'UCREF à enquêter sur des cas de corruption de l'équipe au pouvoir. Pierre Espérance, au micro d'Éphésie Mathieu. C'était le jour samedi 4 juillet 2015, côté Kiko et Saint-Rémy qui symbolisaient le secteur mafia en Haïti et qui sont associés et Gangalila et associés sont la Familia. Les bat ministre de l'Agriculture, c'est une atteinte à la question d'intégrité. Cependant, je nous dis, ils sont bagages que nous-mêmes nous condamnons, mais nous ne pas connaître qui pratique que le ministre de la avec Kiko Saint-Rémy. Dans ce sens-là, est-ce que le ministre qu'on détourne fonds trésor public là, dans bail et Kiko Saint-Rémy, à qui titre? Parce que nous-mêmes dans un DDH, pour qui ça un dossier comme ça concerne nous? Il concerne nous parce que c'est un dossier qui a un rapport avec les droits humains. Nous disons droits humains, droits socio-économiques. Aujourd'hui en Haïti, où la vie chère a augmenté, et la population a plus de difficultés pour avoir accès avec besoin
prioritaires liées, besoin de bases, garder quantité de fatra dans l'arrière, en pile frère nous avec ces noms qui a pour retourner en République dominicaine et que l'État n'est pas capable de répondre à besoin de et puis pendant ce temps, il y a des gens qui n'entourent et pouvoir et monde qui dans la famille présidentielle avec monde qui dans le cabinet président a pillé l'État. En 2004 et 2005, il y a deux institutions autonomes et indépendantes l'État a créé pour combattre crimes financiers, pour combattre corruption, pour combattre blanchiment d'argent. C'est ILCC avec ICREF. Et institutions ça ont existé des noms aujourd'hui, pas fait travail. Donc non l'État à côté que sous pouvoir être calé à degré corruption à niveau qu'il y a pas jamais. Parlons éducation à présent. Dans la perspective de renforcer l'apprentissage de la langue créole à tous les niveaux dans le système éducatif haïtien, un protocole d'accord a été signé ce mercredi entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie du créole haïtien. Cette entente conclue entre ces deux institutions tend à faire la promotion du créole et de son droit linguistique en Haïti. Une rencontre devrait se tenir sous peu en vue de définir la meilleure formule pour améliorer le système éducatif en ce sens. Les propos du président du conseil d'administration de l'Académie du créole haïtien ont été recueillis par Ephésien Mathieu. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est une institution membre fondateur de l'Académie créole haïtien. Il participé dans l'élaboration de la loi création académie et puis dans la sélection 33 premiers académiciens côté des académiciens sortis dans le ministère même. Basé sur relation ça yo, ministre Nesmi Maniga dans date 25 mars 2015 t'es invité conseil administration académie dans un chute à causer. Il demandé à l'académie un support pour le ministère joindre lui qui Jean à qui manière pour lui porter amélioration dans la qualité d'éducation dans le pays. Tout ça sous base d'un aménagement langue dans le système d'éducation. Après un pile brassé l'idée, les spécialistes des institutions yo rivé scène l'idée qui peut porter amélioration comme ça. Protocole accord des institutions yo visé 1. Aménagement langue dans le système non. 2. Standardisation écriture langue créole avec formalisation concept grammaire dans langue là. 3. Évaluation matérielle dans langue créole. 4. Formation professeur créole sous principe didactique langue maternelle. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle croit important de renforcer le système éducatif en incluant, dit-il, le créole à tous les niveaux. Soutenant que 99% d'Haïtiens parlent créole, Nesmi Maniga a rappelé que la maîtrise de la langue maternelle favorisera la réussite dans la vie de chaque Haïtien. Les propos du ministre Nesmi Maniga ont été recueillis par Ephésien Mathieu. Tant qu'un pile spécialiste et président Soudi, pour nous apprendre plus bien, que ce soit français ou n'importe quelle autre langue ou n'importe quelle autre discipline, l'important pour nous maîtriser la langue maman. Donc je dis, je signature le protocole accord entre l'Académie créole haïtien et le ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai. C'est un grand jour. Il y a une grosse date dans l'histoire langue éducation dans le pays d'Haïti. Janvier 1979, Jean-Président Sotil tout à l'heure, à juillet 2015, jeudi, ça fait 36 l'année et demie depuis un Haïtien, un grand éducateur, qui a eu pile courage pour te prendre une décision, peut-être qui t'a même coûté le poste pour langue créole là, langue maternelle là, que 99% haïtiens parlent, rentrer dans l'enseignement. Deux langues officielles nous ont demandé pour nous traiter de la même façon.
pour que le pays a tout bon capable de avoir l'autre qualité citoyen qui yon pas la l'autre, quel que soit côté dans le pays. Dans la démarche aménagement langue à concours académique créole haïtien, plus commission réforme curriculum, le ministère a pour le chita sous façon pour langue officielle servir dans le système avec le ministère lui-même et dans le reste du pays. Je nous saute de là et la constitution pays a mandé le tout. Qui fait? Si à tu as aujourd'hui, c'est commencement. Mais en même temps, nous reconnaissons tout effort qui a commencé fait depuis 1979, en passant par Maman Loi Pays en 1987, et tout le monde qui était précédé mieux pour capable de faire que aujourd'hui, nous avons l'autre qualité de l'école pour tout le monde. Autre information, rencontre d'échange ce mercredi à Pétionville entre la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DINEPA, et des entrepreneurs haïtiens, notamment ceux évoluant dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les échanges portaient sur les enjeux du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Cette démarche tend à évaluer les perspectives en termes de projets de la DINEPA et examiner les opportunités pour les entrepreneurs de travailler avec cette institution, a expliqué le directeur général de la DINEPA, Benito Dumain. Il a ajouté que cette initiative permettra de sensibiliser les entrepreneurs sur la nécessité de fournir des projets de qualité à la DINEPA, susceptibles de permettre à l'institution d'assurer la distribution de l'eau potable sur tout le territoire national. Benito Dumain, au micro de Samus David François. Il faut connaître que le secteur de l'eau est un secteur qui est supposé dynamique et capacité d'absorption structurelle n'est pas permettre que nous absorber corps ou bien nous faire des projets liés à capacité entreprise tout. Donc si l'entreprise n'est pas performante, et ça veut faire que quelque part institution en tout a des difficultés. Donc sous base ça, c'est sensibiliser les entrepreneurs sur la nécessité pour renforcer pour être capable de couvrir ensemble le territoire, ban des projets de qualité et dans délai tout. Parce que la priorité pour nous, c'est faire des projets de qualité, dans délai et au service de la population, dans le service de l'eau et assainissement. Bon, l'eau pas coulée, elle n'est pas forcément liée à dîner. Parce qu'on a multiplié les efforts pour nous desservir la population. Mais en réalité, tout que nous tous connaissons, semaine ça va dans la radio, tout avec la question de sécurité alimentaire, problème que le pays a gagné, même, et pas seulement le pays a plusieurs autres côtés, dans la sécheresse que nous avons observé, une série de sources captaries qui baissaient. Donc ça fait qu'en termes de production, et production de ressources là, les mêmes, nous avons des difficultés. Ça fait que nous toujours insister pour sensibiliser la population sur le risque qu'il y a pour les prochaines années, pour que nous puissions diminuer la question de déboisement et protéger les bassins versants qui sont dans les réservoirs qui sont capables de permettre de réalimenter nos plans et rendre disponibles les ressources de l'eau. Bon, en fait, d'une manière générale, s'ouvre les grandes discussions autour de chiffres, ça, mais ensemble territoire, il y a autour de 56% de monde qui a accès à de l'eau. Mais c'est garder qui ont accès. Dans de là, ou qui a accès à de l'eau à travers le réseau d'INEPA, ou qui a accès à de l'eau à travers des sources qu'on est capable de prendre. Donc, chiffre que vous généralement concordé autour de 50-60% de citoyens haïtiens qui ont accès à de l'eau, je ne veux dire. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est exprimé ce mercredi devant les parlementaires européens au lendemain de l'ultimatum que lui ont fixé ses partenaires de la zone euro pour proposer des réformes et trouver un accord d'ici la fin de cette semaine dans le cadre de la crise que traverse la Grèce. Son discours a été adressé aux députés à Strasbourg aux côtés du président du Conseil européen Donald Tusk et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui ont tous deux fait des déclarations alarmantes mardi à l'issue d'un sommet européen infructueux. Plus de détails avec Euronews. La réponse d'Alexis Tsipras à l'ultimatum de l'Europe n'a pas traîné. Devant le Parlement européen à Strasbourg, le Premier ministre grec promet de présenter dès ce jeudi un nouveau programme de réforme crédible, impôts et retraites en tête. En échange d'une nouvelle aide financière sur 3 ans, il défend aussi son droit à choisir la manière de redresser son pays. Si un gouvernement souverain n'a pas le droit de prendre de décisions qui répondent à ses objectifs, alors nous devrons adopter une idéologie
idéologie extrême et antidémocratique, c'est-à-dire que pour les pays qui bénéficient d'un programme de sauvetage, nous ne devrons pas organiser d'élections, mais nommer des gouvernements, des technocrates et ceux qui auront la responsabilité de prendre des décisions. S'il s'attaque à Bruxelles dans son discours, Alexis Tsipras n'hésite pas à mettre en cause directement son propre pays. Il s'est engagé à faire le ménage et à moderniser l'économie. Et vous avez raison, en Grèce, il y a des distorsions du passé qui doivent être éliminées, comme par exemple la distorsion de la retraite anticipée. Et nous avons pris l'initiative de la supprimer sans que personne ne trouve rien à redire. L'allègement de la dette grecque reste une forte revendication. Au Nein d'Angela Merkel, Alexis Tsipras oppose l'histoire récente de l'Allemagne. Je tiens à vous rappeler, Monsieur Weber, que le plus fort moment de solidarité de l'histoire récente a eu lieu en 1953, quand votre pays est sorti endetté et pillé après 2 guerres mondiales, et que l'Europe et tous les pays européens ont montré la plus grande solidarité dans l'accord de Londres de 1953. Et ils ont décidé d'effacer 60% de la dette allemande et de mettre en place un plan de croissance. Ce fut le plus grand moment de solidarité de la récente histoire européenne. Alexis Tsipras demande à ses partenaires de la zone euro de conclure un compromis honorable pour remettre son pays sur la voie de la croissance. Il réaffirme son attachement à demeurer au sein de la zone euro. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dimanche à Bruxelles pour décider s'ils donnent une dernière chance à la Grèce. Toujours à l'étranger, pour marquer le 20e anniversaire du massacre dans lequel environ 8000 hommes et adolescents ont été tués par les forces serbes bosniennes. Des milliers de personnes ont tenu mercredi une marche pour la paix sur un trajet d'une centaine de kilomètres qui fut emprunté par les musulmans de Srebrenica en Serbie, fuyant les forces serbes de Bosnie. Reportage Euronews. Ils marchent pour la paix et pour ne pas oublier le massacre de Srebrenica. Depuis ce matin, des milliers de personnes avancent sur la route qu'avaient prise en 1995 15 000 musulmans pour fuir les forces serbes de Bosnie. 7 000 réussiront à sauver leur vie. Samedi à Srebrenica, ils assisteront à une cérémonie commémorant les 20 ans de la tragédie. Je veux envoyer un message à tous les pays pour qu'ils condamnent le génocide, quelle que soit leur histoire, pour que cela ne se reproduise jamais. En juillet 1995, 8000 hommes et adolescents ont été tués à Srebrenica en Bosnie. 20 ans après, les Serbes s'opposent toujours à une résolution de l'ONU condamnant le massacre. Le projet suscite la colère de Belgrade et des Serbes de Bosnie. Les autorités serbes reconnaissent qu'un crime grave a été commis, mais refusent qu'on parle de génocide. Dans un geste de réconciliation, le Premier ministre serbe Aleksandar Vučić sera pourtant le 11 juillet à Srebrenica pour assister à la cérémonie marquant le 20e anniversaire du massacre. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Dossier rapatriement de sans-papiers haïtiens par la République dominicaine, le secrétaire général de l'Organisation des États américains propose l'envoi d'une mission de terrain. Haïti n'acceptera pas sur son sol des Dominicains refoulés dans le cadre des déportations massives d'Haïtiens orchestrées par les autorités dominicaines. Mise en garde du gouvernement haïtien lancée lors de la réunion extraordinaire de l'OEA sur le dossier ce mercredi à Washington. Dans l'actualité également, une journée électorale au lieu des 3 prévues cette année. Proposition de Jean-Henri Séan qui cite plusieurs problèmes dans le retard du financement des partis politiques qui entraveront la tenue du premier tour des législatives le 9 août prochain. La campagne électorale s'ouvre ce 8 avril pour les candidats aux législatives. Selon le décret électoral, le CEP devait se positionner aujourd'hui sur le cas des structures politiques qui n'avaient pas attendu cette date pour faire campagne. Dossier agression du ministre de l'Agriculture par le beau-frère du président Martelly Kiko Saint-Rémy. Le RNDDH souligne des pratiques de corruption à la base de l'incident. Pierre Espérance appelle l'ULCC et l'UCREF à se pencher sur le dossier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.